Bonjour à tous, et merci à Brice Vincent de m'avoir permis de communiquer aujourd'hui. Cette communication traitera donc de la céramique mère du Palais Royal d'Angkor-Thom du Xe au XVe siècle, et se concentrera sur des aspects chronotypologiques et fonctionnels. Il s'agit d'une partie des résultats de ma thèse que je suis actuellement en train de rédiger. Le corpus principal de l'étude provient donc du Palais Royal, plus précisément du cœur de la citadelle royale, dans un espace situé au centre et au nord, dans la moitié nord, c'est-à-dire en fait entre les monuments principaux qui sont le Pime Nakas, le Grand Bassin, le Srasrei, et un mur de clôture qui partitionne l'espace entre le sud et le nord dans la cour ouest du palais. On est ici face à un site à l'histoire et à la stratigraphie complexe, avec de nombreuses perturbations des niveaux archéologiques qui sont liées aux aménagements successifs du palais bien sûr, qui peuvent prendre des dimensions importantes, mais également aux fouilles anciennes, puisqu'on a, à partir du début du XXe siècle, une série de campagnes de fouilles. 5 secteurs ont été retenus pour l'étude, qui permettent donc de documenter les connexions entre les vestiges majeurs à l'intérieur de l'enceinte, et puis aussi de documenter ces espaces qui sont donc bâtis, mais qui n'ont pas laissé de vestiges en dur et visibles. Pour cette communication, j'ai sélectionné les données de 24 assemblages qui permettent de bien mettre en évidence les faciès céramiques et d'en retirer les principales caractéristiques. Le premier faciès céramique est caractérisé d'abord par une bonne représentation des céramiques des terres cuites à pâte sableuse fine et le plus souvent claire. Parmi les grès, on trouve majoritairement des grès à glaçure verte, mais également des grès sans revêtement qui sont bien représentés, et quelques grès à glaçure brune qui, on le verra avec la typologie, sont des productions qui ont plutôt tendance à apparaître à la fin de la fourchette chronologique proposée. Ces céramiques sont associées en particulier à des porcelaines chinoises, des porcelaines à revêtement bleuté et opaque, Qingbai, qui sont originaires du Jiangxi, et qui sont un des arguments principaux de datation du faciès, entre le Xe et le début du XIIe siècle. En ce qui concerne les formes, le premier faciès est caractérisé par la présence des boîtes tronconiques, qui sont associées à des couvercles ronds, et également à des bouteilles de forme caractéristique, qui ont une panse carénée, assez basse, et un col largement évasé. Certaines formes de bassins, qui sont plus discrètes dans l'assemblage, permettent aussi visiblement de caractériser le premier faciès. Les terres cuites pour le faciès 1 offrent un ensemble de formes relativement diversifiées, avec des pots, des bouteilles qui reprennent les formes connues pour les grès, donc des bouteilles à panse carénée, également des jattes qui ont tendance à avoir plutôt une carène très marquée et une lèvre épaisse. On trouve également des réchauds munis de 3 ergots qui permettent de poser un pot et qui ont une lèvre épaisse et rectangulaire. Le deuxième faciès céramique va être constitué principalement de terre cuite sableuse à pâte plus ou moins indifférenciée, claire ou rouge. Les grès à glaçure verte seront moins représentés et ils vont correspondre, on va le voir, à d'autres formes. Les grès sans revêtement restent relativement présents, et c'est surtout les grès à glaçure brune qui vont devenir plus importants et correspondre à un nouveau répertoire de formes. Pour la céramique importée, on retrouve toujours les porcelaines Qingbai à revêtement bleuté, mais également des céladons et des porcelaines à couverte opaque du Fujian. Les grès du faciès 2 offre un répertoire de formes assez homogène et affirmé, qui déploie en fait les formes produites par les ateliers de Buriram en particulier, donc au nord-est de la Thaïlande actuelle. Il s'agit principalement de bouteilles à lèvres triangulaires, des jarres, donc avec une encolure un peu plus large mais qui reprend cette forme de lèvres triangulaires, et qui sont associées à des pieds balustres. On a également une série de coupes qui sont toujours produites avec une glaçure verte, mais qui proviennent des mêmes ateliers. Également des grandes formes de bassins, soit à glaçure brune, soit avec des grès à surface un peu vitrifiée, qui ont une autre provenance, qui peuvent provenir par exemple des ateliers de Shungek.
Pour les terres cuites, malgré une masse assez importante de mobilier et une diversité des formes, on a en particulier certains types qui vont vraiment caractériser l'assemblage. Ils sont issus des traditions précédentes, mais avec certaines variations de la lèvre qui sont assez caractéristiques. Le faciès 3 va représenter un changement assez brutal dans la répartition des différents types de production. Pour les terres cuites, on a l'arrivée de céramiques cuites à plus haute température, à pâte jaune, et qui vont visiblement concurrencer une production qui se maintient à pâte sableuse fine, qui est toujours présente. En ce qui concerne les grès, on a une chute progressive des grès bruns à pâte semi-fine, au profit d'une production à pâte plus grossière et avec des glaçures épaisses et coulantes. Ces productions khmères vont être associées à un nouveau faciès de céramique chinoise. On retrouve les céladons de Longquan et les porcelaines à couvercle opaque de Deua qui s'intensifient. Et puis on a à côté de nouvelles productions qui apparaissent, en particulier à partir du XIVe siècle. Donc on a des grès à glaçure plombifère, mais également des céramiques qui proviennent de Thaïlande et du Vietnam actuel. Les formes dominantes des assemblages de ce faciès 3 sont également différentes. On retrouve toujours des bouteilles et des jarres à col évasé, mais on a de nouveaux types de jarres plus grandes, donc plus destinées à une forme de stockage qui vont apparaître. On a également de nouveaux types de bassins, et puis de manière générale de nouvelles décorations et de nouveaux profils. Les formes associées aux productions en terre cuite vont connaître une diversification qui est liée à l'arrivée d'une nouvelle production. On retrouve les types précédents avec en plus plus de couvercles à tenon central. Et puis on a aussi quelques formes plus discrètes de pots à large embouchure qui correspondent peut-être à un faciès intermédiaire. Pour conclure sur ces trois faciès principaux, on voit qu'on retrouve les rythmes connus pour les grands centres de production de grès, avec en plus les terres cuites qui ont aussi leur propre rythme, avec parfois des chevauchements. On voit également que ces terres cuites, elles sont sensibles aux innovations proposées par les grès, parfois les potiers expérimentent avec des techniques de glaçure, et puis surtout on a des décors et des formes qui reprennent ceux des productions en grès. Enfin, le changement assez brutal qu'on a vu dans la typologie à partir de la fin du XIIIe siècle correspond peut-être à un hiatus sur l'occupation du palais royal au cours de la seconde moitié du XIIIe siècle. En ce qui concerne les fonctions, le travail est encore en cours, mais l'idée est de prendre du coup ces différents faciès et de reproposer une partition par catégorie fonctionnelle. Ici, j'ai travaillé à partir de 75 ensembles, donc 75 assemblages, qui forment un corpus de 1936 NTI, le NTI étant le nombre de fragments rattachés à une forme. De manière très générale, si on considère l'ensemble du mobilier dans chaque faciès, on voit que les fonctions domestiques sont toujours prédominantes. Donc si on tente de spatialiser un peu ces données, on peut faire une distinction entre 5 zones qui permettent d'obtenir des effectifs céramiques un peu comparables. Et voilà comment on peut les analyser. Pour le faciès 1, on a la concentration d'un mobilier domestique plutôt dans la cour ouest, dans le tronçon central du secteur 3. Et aux abords du Piménacas, on peut noter que on a un assemblage un peu différent fonctionnellement, avec des boîtes qui sont très bien représentées. Dans les assemblages du faciès 2, donc dans la période qui concerne le XIIe et le milieu du XIIIe siècle, on a une grande homogénéité de tous les assemblages d'un point de vue fonctionnel, donc on ne peut pas vraiment cerner de différence entre les différents espaces, sinon qu'effectivement on a plus de mobilier, qui donc du coup est un mobilier principalement domestique, dans la cour ouest. Pour la dernière période, donc qui concerne la fin du XIIIe et le XVe siècle, on a la particularité de ne pas vraiment avoir d'assemblage pour les abords du Piménacas, soit à cause des fouilles anciennes, soit à cause d'une désaffection de cet espace à cette période. On a en fait plutôt le matériel redéposé de la période précédente. Pour les autres espaces, on voit que on a toujours une forte concentration des fonctions domestiques qui vont être qui vont s'intensifier, d'assemblages qui restent assez homogènes dans toutes les zones concernées, et peut-être une occupation aussi qui a tendance à être plutôt dans le nord de la zone.
Je ne traiterai pas en détail dans cette présentation, pour des raisons de temps, d'autres aspects de la thèse qui sont principalement la reprise des données de fouilles de Bernard-Philippe Grolier. Donc on a tout un ensemble d'archives des années 50 qui permettent de documenter de nouvelles formes, mais également de recomposer des assemblages des céramiques et de les comparer à ceux qui sont dans le corpus principal de l'étude. Et puis bien sûr, pour rebondir sur cette interprétation fonctionnelle, il faut évidemment mettre en relation la céramique mère avec le matériel importé. L'intérêt du travail de thèse étant surtout de remettre ce mobilier dans le contexte stratigraphique, dans le contexte des assemblages, et donc d'en faire une donnée qui puisse être comparée à ce qu'on observe pour la céramique mère. Pour conclure, on a donc une étude qui met en œuvre un référentiel typologique important, et un découpage en ensemble de la stratigraphie des fouilles MAFA qui permet d'observer sous forme de données structurées les assemblages céramiques sur une période d'environ 5 siècles. Cette approche sur un site de consommation, ça permet de mettre en relation les rythmes de production et d'usage des grès avec ceux de la terre cuite notamment, où les ateliers sont plus probablement diffus et encore largement inconnus. Et à l'échelle du Palais Royal, on a des éléments d'interprétation grâce à la céramique sur la partition et la nature de l'occupation au cours des phases de réaménagement du site. Et plus largement, bien sûr, on a la mise en évidence de changements dans les réseaux d'approvisionnement. Aussi, avec la céramique importée, on peut appréhender les dynamiques d'approvisionnement à l'échelle plus large d'Angkor Thom et apporter des éléments à l'histoire économique de l'Empire khmer.